Je voudrais vous poser à chacun une question qui est relative notamment à vos bibliographies respectives, à savoir le mal tel que vous l'abordez dans votre œuvre. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de personnifié, donc quelqu'un ou quelque chose de tangible, ou plutôt quelque chose d'intangible, un concept J'ai pas eu beaucoup de temps d'y réfléchir, mais moi j'y vois comme quelque chose d'intangible et plus en rapport avec ce qu'on peut vivre tous les jours. C'est une forme le mal, c'est une forme de métaphore de tous les petits mots qu'on a tous les jours, et tout d'un coup dans un roman ça prend une forme de personnage ou ça prend une forme d'une intrigue qui est vraiment entre guillemets maléfique, mais c'est pas vraiment c'est très intangible, c'est des toutes petites choses. Je n'ai jamais été confrontée au mal absolu. Je ne suis pas confrontée à des choses que j'écris, quoi. Mais ça se cristallise, ça prend des formes plus monstrueuses. D'abord, c'est quoi le mal? Je sais pas, moi, c'est quoi le mal? C'est quoi le bien? Le mal, pour moi, c'est l'inhumain. Et le bien, c'est l'humain. Donc, est-ce que j'ai été confrontée au mal? Oui, j'ai été confrontée au mal. Évidemment, ça se ressent dans mes écrits. Mais c'est plus une façon de dénoncer le mal, de dénoncer l'inhumanité. C'est pas l'inhumanité dans sa globalité. L'inhumanité, pour moi, c'est l'humain. Il y a des bons, il y a des mauvais. Là, je suis très caricaturale parce que ça se passe pas comme ça, malheureusement. Un être humain, c'est difficile à cerner. Donc, voilà. Oui et non. Alors dans le clairvoyage, qui est mon roman en jeunesse, il n'y a pas de bien ni de mal, puisque les personnages sont des fées, pour la plupart, des fées non chrétiennes, donc des fées qui ne répondent pas à l'idée de bien ou de mal, simplement à leur caprice, à leur propre logique, qui n'est pas toujours une logique humaine. Donc là, évidemment, on n'a pas d'idée de mal en soi. Il y a évidemment des opposants à l'héroïne principale, mais qui ne font pas partie vraiment du mal. En revanche, dans Narcogenèse, c'est très très précis, puisque le mal est personnifié, c'est le marchand de sable, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime beaucoup utiliser les contes, et je me suis toujours demandé ce que c'était que ce type bizarre qui venait nous jeter du sable dans les yeux pour qu'on dorme. Absolument terrifiant pour un enfant de s'endormir en se disant qu'un type qui ressemble un peu à un polichinelle va venir nous jeter du sable de façon assez sadique. Et puis parce que j'ai d'autres références, et puis j'ai aussi des références cinématographiques, plus ou moins avouables. J'ai été très impressionnée petite par Freddy Krueger, qui a été vraiment le cri de la vie, ce film d'horreur épouvantable, ce monstre qui tue les enfants dans leurs rêves. Et donc le mal pour moi est vraiment ce marchand de sable qui vient tuer les enfants dans leurs rêves, enfin pas exactement, il s'attaque aux gens qui sont dans le coma en fait, plus exactement, et il vient détruire leur esprit. Pour plusieurs raisons qui sont très personnelles. Je fais ce qu'on appelle le rêve lucide. Je ne sais pas si vous connaissez le rêve lucide, c'est cette façon de contrôler les rêves. Et l'étape avant le rêve lucide, c'est le moment où on s'aperçoit qu'on rêve et on ne sait pas le contrôler. C'est terrifiant. Tout d'un coup, de s'apercevoir qu'on est dans un rêve, qu'on peut faire apparaître n'importe quoi et que ce n'est plus le cerveau qui contrôle. Donc ça, c'était vraiment pour moi une façon de gérer cette peur-là, parce qu'on en vient à ça toujours quand on écrit, gérer la peur aussi. Et puis donc ce marchand de sable. Et puis l'autre source de mal, et là je rejoins Nathalie Legendre là-dessus, l'autre source de mal dans Narcogenèse, c'est la société elle-même. C'est l'ordre social qui s'exprime par l'ordre familial, c'est le poids de la famille, c'est le tabou. Et là on est dans un mal plus connu, on n'est pas dans l'imaginaire effectivement. Dans Narcogenèse, il y a une famille de femmes qui essaie de claquemurer les autres femmes dans une tradition en fait de réussite. Et là, le mal devient vraiment cette famille bourgeoise, cette famille tentaculaire qui étouffe. Non, moi j'ai fait des romans de fantaisie et voilà, qui correspondent au thème du salon. Et ils avaient cette particularité, c'est que même quand j'ai publié en jeunesse pour Bayard, où il fallait que le bien et le mal soient très très identifiables, j'étais hors norme parce que je faisais pas des personnages blancs ou noirs, mais ils étaient tous plus ou moins au niveau de gris. Parce que j'essayais, en tout cas pour les jeunes lecteurs, de leur montrer ce qu'était
un être humain, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Il y avait le danger, il y avait la quête, mais il n'y avait pas vraiment le mal. Le mal, je m'en suis aperçu récemment, je l'ai abordé dans des romans, dans des thrillers contemporains et dans des thrillers historiques au 19e. Je crois que le mal, en tout cas c'est ma définition, c'est ce qui est ancré au fond de chacun d'entre nous et qu'on a appris plus ou moins à gérer et à contrôler. Je crois que n'importe qui un jour a rêvé, et heureusement n'est pas passé à l'acte, de tuer quelqu'un d'autre sous un coup de colère, de vouloir se venger, des choses comme ça. On est tous plus ou moins passés par cette case-là, certains plus que d'autres. Certains passent à l'acte, d'autres pas, et la grande interrogation que j'ai en ce moment, c'est ça. J'ai abordé ça dans 2 bouquins, donc un thriller contemporain qui se passe en Corée du Nord, parce que pour moi, actuellement, c'est le mal absolu, il est là. Il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent tous les ans, et on ne peut rien faire, et on continue à voir, et à regarder, et à pas pouvoir bouger. Et puis via les aventures d'un psychiatre au 19e siècle qui s'interroge sur des déferlements de violence comme ça qu'il observe chez des patients sans comprendre véritablement la source. Donc le jour où on aura vraiment identifié cette source-là, la part la plus animale de l'homme, on aura déjà fait un gros pas dans le contrôle et l'identification du mal. En tout cas, c'est ma définition. D'accord. Selon vous, le mal a-t-il des attributs particuliers ? Est-ce qu'il participe justement à la quête du héros ? Est-ce que le mal est partie intégrante de vos récits ? Est-ce qu'il est entremêlé finalement avec les scénarios, les objectifs des héros ? Finalement, est-ce qu'il intègre le scénario non pas comme un personnage secondaire, mais vraiment comme quelque chose qui permet l'aboutissement des personnages, de l'histoire ? En fait, moi j'essaye, dans ce que j'écris, principalement des romans vampiriques et des thrillers, j'essaye d'incarner ce mal. C'est-à-dire, bien souvent j'ai des personnages à la première personne qui sont des anti-héros, c'est-à-dire des gens qui sont, entre guillemets, pas très fréquentables. J'aime bien l'exercice, pour moi c'est carrément une aventure humaine, et d'aller essayer de trouver la faille, d'incarner des gens qui ne sont pas bons, qui ne sont pas civilisés, qui peuvent avoir une part de violence, une part un peu perverse. Et c'est vraiment, surtout dans la chimère aux ailes de feu, c'est vraiment une question que je me suis posée au fond, quoi. Donc en fait, c'est pas le héros qui se bat contre le mal, bien souvent c'est le héros qui se bat mais contre un mal, contre lui-même, pour éviter de faire trop de mal. Donc c'est le mal mais vu de l'intérieur. Je préfère cet aspect-là qu'un héros positif, un héros très bon, très parfait, qui se battrait contre un mal pour qu'il soit mis en valeur en fait. Ça m'intéresse pas du tout. Moi c'est un peu comme l'ICAM, du coup ça va écourter un peu ma réponse, et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Luc. L'humain est tellement complexe que parfois quand on crée des personnages, on ne peut pas les créer tout bons ou tout mauvais, il y a des couleurs de gris. Et j'ai en prévision cette année d'écrire un roman, j'en dis pas trop parce que je suis assez superstitieuse, mais où là j'ai envie d'incarner un personnage. On ne peut absolument pas se douter jusqu'à la fin, j'espère que je vais y arriver, on ne pourra absolument pas se douter que cet être-là, ce personnage-là, entre guillemets, c'est le mal. Et j'aimerais montrer toute cette complexité-là que l'on peut avoir, nous, en tant qu'humains. Comme tu dis, Jean-Luc, on a peut-être... moi, je suis peut-être un petit peu plus... je me dilue plus. Je dis pas qu'on a tous rêvé de tuer quelqu'un, parce que ça, moi-même, sous la plus grosse haine possible, c'est pas possible. Moi, c'est un truc que je ne pourrais jamais faire. Même imaginer. C'est pas une question de faire, c'est imaginer. Mais c'est la complexité justement de l'humain et de mettre en scène des personnages qui portent en eux ce qu'on peut appeler le mal, et comme vous, lecteur, vous pourriez ressentir comme du mal, mais essayer de détourner et que le lecteur à la fin se dise « Merde, ce personnage-là, je m'y suis attaché. Un serial killer, on ne pense pas sur notre visage, on ne peut pas savoir qui est serial killer. Ça se trouve, il y en a un dans la salle. On ne sait pas, on le côtoie, il est gentil. Non mais c'est vrai, vous regardez la plupart des documents qui ont été faits sur les serial killers, ce sont des gens tout à fait normaux, ben oui, des êtres humains, mais qui ont certainement peut-être un problème psychologique où il y a quelque chose. Et on ne peut pas savoir.
Le mal a-t-il des attributs particuliers? En quoi Ouais, participe-t-il à la quête d'héros? Je m'en suis pas servi en fait dans un aspect de quête. Pour moi, la quête, c'est un début, un commencement et une fin, mais pas forcément le happy end avec la morale à la fin qu'on nous a inculqué quand on était enfant ou dans les contes de fées. Si tu veux, ce type de quête-là a déjà été fait, très très bien fait, donc je m'y confronte pas trop. En revanche, ce que j'aime bien, c'est des personnages qui sont pas frappés du syndrome Tintin. Tu sais, 50 aventures sans prendre une ride et sans finalement évoluer. Tintin est formidable, il est déjà formidable au début, il sera formidable à la fin. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en scène, et ça, même quand j'écris pour les ados, c'est de mettre en scène des gens qui sont confrontés à la vie, donc forcément cabossés, mais qui vont passer au-delà, qui vont franchir des étapes, qui vont être confrontés à des épreuves, et puis qui ont le droit aussi à l'échec, qui ont le droit de se planter, qui ont le droit mais qui, de toute façon, en sortiront, pas forcément grandis, mais mûris, et voilà, qui vont avancer. Je crois qu'aujourd'hui, alors après, les filles, vous me dites ce que vous en pensez, parce que la plupart d'entre vous écrivent aussi pour la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de modèles, de donner ces modèles-là. Tu vois, par exemple, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. De nos jours, ils se marièrent car ils avaient déjà beaucoup d'enfants chacun de leur côté. C'est ça qu'il faudrait leur